Ogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, la résistance palestinienne dévoile une nouvelle liste de 3 captifs à libérer dès demain dans le cadre de l'application de la première étape de l'accord de trêve entré en vigueur avec l'entité sioniste. Alors que l'hiver frappe de plein fouet la bande de Gaza, l'UNRWA alerte une nouvelle fois sur la situation de précarité extrême dans laquelle sont contraints de vivre les Palestiniens de l'enclave. Le Premier ministre algérien Ned El Arbaoui se rendra dès demain à El-Kef en Tunisie afin de participer aux commémorations des massacres de Sarqi et Sidi Youssef en compagnie de son homologue tunisien. Dossier Sahraoui, la Cour de justice de l'Union européenne rejette une demande de la Commission européenne visant à déformer la démographie du Sahara occidental. On en parle ce soir avec nos invités du 19h. Et enfin, le président américain attaque la Cour pénale internationale en signant un décret prévoyant des sanctions contre la CPI, accusée d'avoir engagé des actions illégales contre les États-Unis. Bonsoir à tous. La résistance palestinienne vient d'annoncer la libération à partir de demain de 3 captifs sionistes dans le cadre de l'application de la première étape de l'accord de trêve, entrée en vigueur avec l'entité sioniste. Celle-ci a reçu la liste comprenant les noms de captifs en question et approuvé cette dernière. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réitéré le soutien indéfectible et la solidarité de son pays avec le peuple palestinien, affirmant que Pretoria ne ménagera aucun effort pour défendre les droits légitimes des Palestiniens consacrés par les chartes et les lois onusiennes. Dans une allocution jeudi à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de 2025 au Cap, le président Ramaphosa a par ailleurs souligné que l'Afrique du Sud avait agi conformément à ses obligations au titre de la Convention sur le génocide en déposant une plainte contre l'entité sioniste auprès de la Cour internationale de justice. L'Organisation mondiale de la santé a appelé ce vendredi à accélérer les évacuations médicales de la bande de Gaza, soulignant l'urgence de la situation pour de nombreux patients en état critique après plus de 15 mois de génocide sioniste. Selon l'OMS, parmi les 36 hôpitaux de la région, seulement 18 sont partiellement opérationnels en ce moment. Et de son côté, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a alerté sur le manque d'abris dans la bande de Gaza et les moyens de chauffage, notant que la vie de milliers de réfugiés est désormais en danger compte tenu du froid qui est sévi ces derniers jours à Smalaïd. De violentes tempêtes balaient la bande de Gaza, rendant les conditions de vie déjà précaires encore plus insoutenables pour les familles déplacées. Les fortes pluies et les vents violents qui se sont intensifiés dans la bande de Gaza, en particulier au cours des dernières 24 heures, exposent des centaines de milliers de Palestiniens au risque du froid. Nous avons été inondés. Nos vêtements sont trempés. Nous n'avons aucun vêtement à porter. Ils ont tous été détruits. La salle de bain et la cuisine ont aussi été endommagées. Nous avons fait un feu toute la nuit et nous nous sommes assis à côté sans pouvoir dormir. La nuit dernière, il y a eu des orages et les températures ont chuté. Des vents violents ont déchiré toutes les tentes. En vertu d'aucune valeur humanitaire ou morale, il n'est pas acceptable que des personnes dont les maisons ont été détruites vivent en plein air, avec le sol à la place d'un matelas et le ciel, les nuages et la pluie à la place d'une couverture. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a alerté sur le manque d'abris dans la bande de Gaza et les moyens de chauffage, notant que la vie de milliers de réfugiés est désormais en danger compte tenu du froid qui y sévit ces derniers jours.
Nous sommes ici au milieu de cette destruction et nous essayons de mettre en place quelque chose pour pouvoir rester sur nos terres, dans nos maisons détruites. Nous essayons de nous doter des moyens de subsistance les plus élémentaires, comme monter une tente. Nous sommes revenus et nous avons trouvé nos maisons détruites. Personne ne nous a aidés ni donné de tente. Alors nous essayons de nous débrouiller seuls. J'ai monté une tente sur les décombres de ma maison de location détruite. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous n'avons pas de tente, pas d'abri, rien dans cette vie. Nous vivons dans la rue, nous nous considérons comme des sans-abri. Nous n'avons pas de maison. L'UNRWA a publié sur sa plateforme X un clip vidéo montrant des vents violents déracinant les tentes des personnes déplacées faites de tissus et de nylon et dispersant leurs biens dans la zone d'El Mawazi au nord-ouest de la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Et les forces d'occupation sionistes poursuivaient ce vendredi pour le 18e jour consécutif leurs agressions contre la ville de Jenin et son camp en Cisjordanie occupée, faisant plusieurs martyrs et blessés ainsi que des dégâts matériels énormes. Selon l'agence de presse palestinienne, des explosions massives ont secoué ce matin le camp de réfugiés de Jenin suite à la destruction de maisons, tandis que l'occupation continue de déployer des renforts militaires, rappelant qu'environ 90% des habitants du camp ont été forcés de fuir. Restez avec nous, on passe à l'actualité en Afrique juste après ce jingle. On en parlait tout à l'heure en titre, le Premier ministre algérien Adel Arbaoui supervisera dès demain avec son homologue tunisien la commémoration du 67e anniversaire des massacres de Saqiet Sidi Youssef sous instruction du président Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre se rendra à Al-Kef en Tunisie où il co-supervisera avec son homologue les cérémonies commémoratives. L'occasion de rappeler les sacrifices et l'histoire commune de lutte des peuples algériens et tunisiens contre le colonialisme français, ainsi que d'examiner et de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale conformément à la vision partagée des dirigeants des deux pays. Diplomatie, le ministre algérien de la Communication, Mohamed Maziane, a remis ce vendredi à Accra, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, un message écrit au président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, de la part de son homologue algérien. Le ministre de la Communication a transmis les salutations fraternelles adressées par le président Tebboune, rappelant les valeurs africaines qui unissent historiquement les deux pays. Il lui a également confirmé à cette occasion la détermination du président Abdelmajid Tebboune à renforcer les relations bilatérales et à les promouvoir dans tous les domaines aux horizons les plus larges possibles. La Mauritanie achèvera son mandat à la tête de la présidence de l'Union africaine à la mi-février, un mandat marqué par des performances sur tous les plans, laissant un héritage important à préserver au profit du continent. D'ailleurs, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a clairement identifié dans son discours d'investiture les problèmes majeurs dont souffre l'Afrique, en mettant l'accent sur l'urgence de résoudre des questions lancinantes, à l'instar de l'éducation, des conflits armés, de l'exploitation des richesses du continent et de la sécurité alimentaire. Conflit en République démocratique du Congo avec la reprise des violences entre le M23 et l'armée congolaise. L'Algérie s'est dit profondément préoccupée et a appelé à la retenue et à la désescalade dans la perspective de permettre la reprise du dialogue. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, Rachid Bladhen, qualifiant d'alarmante la situation de vulnérabilité extrême dont souffrent des millions de Congolais. Dans ce sillage, l'Algérie a insisté sur l'importance vitale de garantir l'accès de l'aide humanitaire aux civils, rappelant à toutes les parties leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.
Le secrétaire général de l'ONU s'est également exprimé à ce sujet, appelant à faire taire les armes et à arrêter l'escalade à l'est du pays. Antonio Guterres s'est par ailleurs inquiété une nouvelle fois du risque que le conflit se propage à la région entière. Mon message est clair, faire taire les armes, arrêter l'escalade, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Soutenez le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il n'y a pas de solution militaire. Il est temps que tous les signataires du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région honorent leurs engagements. L'heure est à la médiation. Il est temps de mettre fin à cette crise. Il est temps de faire la paix. Les enjeux sont trop importants. Nous avons besoin du rôle actif et constructif de tous les acteurs, à savoir les pays voisins, les organisations sous-régionales, l'Union africaine et les Nations unies. Agissons tous ensemble pour la paix. Et le pire serait à craindre pour les habitants de l'Est du pays, selon l'ONU. Réunis en session extraordinaire, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies doivent décider s'ils lancent une mission internationale chargée d'examiner les exactions commises dans l'Est de la RDC, où le risque d'escalade de la violence dans la région n'a jamais été aussi élevé, selon Volker Turk, qu'on écoute. Et je suis profondément perturbé quand je vois cette escalade de violence encore une fois. Depuis le début de l'année, le groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises de défense, a intensifié son offensive dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En ce moment, les tensions augmentent dans le Sud Kivu. Si rien n'est fait, le pire est prêt et peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. Encore une fois, dans ce conflit accablant, les civils sont pris au piège de la spirale de violence. Depuis le 26 janvier, près de 3000 personnes ont été tuées et 2880 blessées. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. Et depuis, la vie des habitants de l'Est de la RDC est gelée par crainte d'une attaque imminente du groupe armé M23. Certains établissements scolaires de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. La situation sécuritaire n'est pas du tout bonne, comme vous le connaissez. À Calais, à Minova, tout ça. Vraiment, ça fait trembler les gens. Le comité de gestion avait publié une lettre sur la suspension des activités ici à l'ISDR pour les agents. Alors, pour nous, les étudiants, on ne peut pas venir étudier là où il n'y a pas les agents. Raison pour laquelle vous allez constater presque chacun est chez lui. Twende naye kwa nyumba. Akifika hapa sasa mtoto atayoko atakimbilia, lakini kama iko na mzazi atayoko yenyewe atakimbia na mtoto wake. Et tandis que la situation sur le terrain s'envenime, le M23 de son côté se dit prêt à ouvrir le dialogue avec Kinshasa pour une désescalade, déclarant ne pas vouloir d'hypocrisie dans le dialogue, alors que les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC se réunissent en Tanzanie pour un sommet sur la gestion de la crise. Tinhinan Makassi. Le groupe armé du M23 qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo et ses alliés ont annoncé leur volonté de dialoguer directement avec Kinshasa. C'est ce qui ressort des déclarations à la presse d'un des chefs politiques du groupe de l'Alliance du fleuve du Congo qui affirme la volonté des deux groupes armés alliés à négocier avec le gouvernement congolais. Ces déclarations font suite à une fragile trêve qui n'a pas tenu plus de 2 jours, alors que le groupe armé du M23 avait annoncé le 3 février dernier un cessez-le-feu unilatéral dans le but de permettre des actions humanitaires. Les autorités congolaises ont suite à cela accusé le groupe armé d'avoir rompu de façon unilatérale le dit accord. En outre, sur le terrain, la situation reste volatile, avec la prise notamment de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, et l'intention
l'intention du groupe armé de maintenir sa prise sur la ville stratégique dans la région la plus riche du Congo, si ce n'est la plus riche des régions du Grand Lac, et en outre les menaces qui pèsent sur le sud Kivu. De son côté, le gouvernement congolais reste ferme et rejette toute proposition de négociation directe avec le M23. Dans un discours à la télévision nationale mercredi au soir, le président congolais a promis une réponse vigoureuse aux avancées du M23, affirmant que chaque centimètre carré du territoire congolais serait reconquis. Si le dialogue est pour le moment la solution idéale pour mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo, cela dit, les mécanismes de ce dialogue divisent. D'aucuns voient en le dialogue une occasion de mettre sur la table des négociations les deux belligérants au conflit, à savoir le M23 et l'armée congolaise. De l'autre côté, d'autres observateurs préconisent un dialogue où les acteurs directs et indirects sont autour de la table des négociations. Dans ce contexte d'escalade, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a ordonné au commandant des forces de défense, Paul Valentino Ferri, de commencer les préparatifs pour le retrait des troupes malawites de l'Est de la République démocratique du Congo. Une décision prise dans le but d'honorer la déclaration de cessez-le-feu des parties belligérantes en RDC et pour ouvrir la voie aux négociations prévues en vue d'une paix durable qui apportera la stabilité dans la région. Dossier sahraoui à présent, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté une demande de la Commission européenne visant à déformer la démographie du Sahara occidental. C'est ce qu'a révélé l'Observatoire international Western Sahara Resource Watch, soulignant que cette décision réaffirmait le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On écoute d'ailleurs à ce sujet l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar. كانت محاولة مرة أخرى من المفوضية الأوروبية مدفوعة بفرنسا. Il s'agit d'une nouvelle tentative de la part de la Commission européenne sous l'impulsion de la France et de l'Espagne afin de chercher une interprétation, faire volte-face potentiellement pour faire passer la population sahraoui pour l'occupant. Le tribunal, et avec justesse, a fait la distinction entre le peuple et les habitants car le peuple sahraoui est en fait le peuple autochtone, celui qui est enregistré dans les recensements faits par le comité d'identification de la MINURSO et qui existe en étant classifié et connu. On parle justement de ce dossier avec nos invités du 19h. Avec nous ce soir, Ahmed Abdi Mbarak, porte-parole et chargé des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui, et Sami Qaidi, journaliste au quotidien Le Moudjahed. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je vais commencer avec vous, Sami Qaidi, si vous m'entendez. La CJUE vient finalement de trancher à la demande de la Commission européenne visant à déformer la démographie du Sahara occidental. Quelle analyse faites-vous en général de cette décision ? Sami Qaidi, vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Bonsoir. Alors, pour répondre à votre question, la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient de rejeter cette demande de la Commission qui vise à déformer la démographie, comme vous l'avez cité, du Sahara occidental, constitue une victoire pour la cause sahraoui, une énième défaite. Laissez-moi parler de camoufler pour le régime colonial de Rabat. Cette décision réaffirme somme toute le droit du peuple sahraoui au droit inaliénable à son autodétermination. Et par ce biais-là, la Cour de justice de l'Union européenne confirme son arrêt, celui du 4 octobre 2024, et confirme un passage qui est extrêmement important, c'est que le peuple du Sahara occidental a le droit à l'autodétermination et non pas la population, c'est-à-dire les colons qui ont été envoyés sur place à Rabat. Dans cette tentative désespérée de la Commission européenne, on voit là une volonté de trouver un vice de procédure
mais fort heureusement, la Cour de justice a répondu par un yes négatif et a rendu justice au peuple sahraoui dans son combat noble pour la libération et l'autodétermination. Il faut signaler aussi que en grande partie déplacée, le seul titulaire de ce droit à l'autodétermination est le peuple sahraoui et non pas les populations qui se sont greffées, donc ces colons. Et on peut voir là aussi un parallèle avec la situation dans les territoires occupés en Palestine. Voilà, c'est le même processus de colonisation, mais encore une fois, la justice de l'Union européenne, donc la Cour de justice a rendu justice à ce peuple qui en lutte via des ordonnances qui rejettent donc la demande de la Commission de rectifier ces décisions sur donc les accords de pêche et de commerce. Donc pour la Cour de justice de l'Union européenne, évidemment, le territoire occupé du Sahara occidental est totalement distinct du Maroc. Très bien. Je me tourne à présent vers vous, Ahmedna Abdi Mbarak. Finalement, la Cour de justice européenne, après avoir déjà auparavant rendu 2 arrêts concluants, Samir Haïdi le disait tout de suite, 2 arrêts qui concluent que l'accord commercial préférentiel UE-Maroc et l'accord de pêche étaient inapplicables au Sahara occidental, elle vient finalement aujourd'hui conforter cette position en clarifiant la différence entre la population du Sahara occidental et le peuple du Sahara occidental. Pourquoi est-ce que la CJUE s'est arrêtée sur ce détail? Quelle est la différence? Alors, ce qui distingue vraiment la décision justement de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le sens justement de la rigueur. Et quand il s'agit de la rigueur, la Cour de justice de l'Union européenne a montré qu'elle est bien capable de maîtriser le sujet de ce que le terme peuple et le terme population. Qu'est-ce qui dessine vraiment le terme peuple? Une signification juridique précise en droit international, cela dessine une communauté ayant droit inaliénable à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de décider librement son statut politique et son développement économique, social et culturel, et ce qu'on appelle commun, de manière commune, son avenir. Contrairement, ce qui désigne une population, la population désigne les citoyens qui habitent sur un territoire. Et elle est là l'intervention de la Cour de justice européenne qui est très précise, très claire, qui en fait dit que la population actuelle de Sahara occidental ne peut pas être assimilée au peuple sahraoui. Pourquoi? Parce que la Cour de justice justement de l'Union européenne cherche à faire justement une distinction et pour empêcher justement le Maroc à utiliser justement cette population installée par le Maroc depuis des années pour légitimer ses revendications sur le droit sur les territoires du Sahara occidental. Elle insiste sur cette distinction pour éviter toute tentative de manipulation juridique par le Maroc. Parce qu'elle prétend justement représenter les intérêts de cette population. Ce n'est pas le cas. Le seul souverain sur le Sahara occidental, c'est le peuple sahraoui. Et ce peuple sahraoui est le même qui dispose justement d'un droit à l'autodétermination. Et elle est là l'action précise et ciblée de la Cour de justice de l'Union européenne pour protéger le droit légitime du peuple sahraoui. Monsieur Abdi Mbarak, on se pose quand même la question, pourquoi est-ce que la Commission européenne a-t-elle fait ce genre de demande, en particulier lorsqu'on sait que cette même Commission s'est, il y a quelque temps, positionnée en faveur du droit international conformément à la CJUE, en distinguant entre l'espace aérien marocain et l'espace aérien sahraoui? Alors, la décision du 4 octobre 2025 constitue un coup dur pour la Commission. Celle-ci tente par tous les moyens possibles de contourner cette décision, comme elle l'avait déjà fait en 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez des termes qui désignent justement les accords de l'Union européenne, Maroc. Mais ce qui existe réellement derrière tout ça, c'est une pression politique, économique. La Commission européenne, justement, agit souvent sous l'influence des États. Et à ce moment-là, on trouve justement deux États, l'État français, mais aussi l'État espagnol,
qui cherchent à influencer les politiques ou à influencer la Commission européenne, justement, car, soi-disant, ont des liens étroits avec le Maroc. On ne sait pas si ces liens sont régis par le comportement du Maroc ou par les agissements du Maroc, très ciblés par la corruption, mais aussi par l'espionnage, comme est le cas du Premier ministre espagnol. Mais il existe vraiment une contradiction interne au sein de l'Union européenne. Parce que bien que la Commission européenne tente de prétendre justement soutenir le droit international et distinguer entre l'espace aérien marocain et sahraoui, et semble justement adapter cette ligne très correcte avec l'espace aérien, elle est très ambiguë quand il s'agit des principes juridiques, des intérêts économiques, où là, elle cherche tout le temps à faire une tentative de contourner justement ces décisions fortes, qui ne reviendra pas justement la Cour de justice de l'Union européenne sur ça. Donc c'est vraiment une tentative de contourner en adaptant des accords Union européenne-Maroc pour inclure indirectement le Sahara occidental. Encore une fois, c'est ce qui a été fait en 2018 et ce qu'essaye de faire encore à nos jours la Commission. Donc cette distinction elle reste ambiguë quand il s'agit des intérêts économiques de l'Union européenne et de certains États, comme est le cas de la France et de l'Espagne, justement. Samir Qaïdi, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Ahmedna Abdi Mbarak? Est-ce que, selon vous, il existe réellement une contradiction interne au sein de la Commission européenne? Et si oui, on se demande pourquoi est-ce que c'est la Commission européenne qui a fait cette demande et non pas le Maroc? Écoutez, effectivement, ce que votre invité vient de dire est extrêmement juste. On observe là une volonté de la Commission européenne de contourner la juridiction de l'Union européenne et en essayant d'imposer un fait accompli colonial. Et je pense que finalement, c'est pour protéger le Maroc dans son entreprise coloniale, car il faut rappeler que dans une certaine mesure, certaines entreprises européennes bénéficient de la colonisation au Sahara occidental, exploitent illégalement les richesses de ce vaste territoire qui est la dernière colonie en Afrique. Par conséquent, la Commission européenne vient là au secours de son cheval de Troie marocain, qui a finalement toujours servi les intérêts et la rapine des puissances coloniales européennes et d'autres aussi, sans les citer, au niveau de cette région. Donc finalement, des fois, il faut aussi parler aussi d'une approche qui est assez similaire, car colon appelle colon, et aujourd'hui on peut constater que certaines puissances coloniales viennent au secours du régime colonialiste de Rabat pour finalement continuer l'entreprise de rapine et d'exploitation illégale, je dis bien illégale, du Sahara occidental occupé. Donc vous pensez que concrètement c'est ça le réel objectif derrière cette demande de la Commission européenne, c'est en fait de protéger le Maroc pour justement protéger ses propres intérêts? Oui, ça me semble être une des raisons principales, car il ne faut pas oublier que le continent africain connaît aujourd'hui une résurgence des mouvements souverainistes. Il y a comme une dynamique historique que l'on observe sous nos yeux, et le Maroc apparaît comme étant le dernier rempart de l'impérialisme dans la région, malheureusement. Monsieur Ahmedna Abdi Mbarak, est-ce qu'on peut dire maintenant que la CJUE, à travers ce rejet, vient de confirmer l'intangibilité du droit international? La Cour de justice de l'Union européenne, elle vient justement de rappeler, de réaffirmer de manière claire qu'elle ne s'intéresse nullement à cette tentative de la Commission de l'Union européenne de préserver des intérêts économiques et politiques que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, ne sont pas au-dessus du droit international et le droit des peuples. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir de la part de la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est pour ça que cette décision
de 4 octobre 2024 constitue une victoire historique et que rien ni personne pourra enlever cette victoire au peuple sahraoui qui reste ferme aux côtés du droit international, reste le meilleur ami du droit international, et le droit international est justement là pour le protéger, et la Cour de justice droit de l'Union européenne, elle se tient strictement au droit. Et elle s'en fiche d'une manière claire de ses intérêts des États membres ou protégés, soi-disant, par la Commission. Et je pense que de certaines manières, la Cour de justice de l'Union européenne tente de justement dire à la Commission européenne qu'elle a aussi un rôle très important au sein de l'Union européenne aussi, qui est protéger justement ses décisions. Donc quand il se concerne la décision et les accords de l'Union européenne avec le Maroc, elle semble oublier justement son rôle de protéger ces décisions et que ses intérêts ne veulent pas plus que le droit international et le droit des peuples. Sami Qaïdi, est-ce que vous rejoignez les propos de M. Abdi Mbarak? Est-ce que finalement ce rejet de la part de la CJUE constitue une petite victoire pour le Sahara occidental? Oui, effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision de la CJUE est une victoire pour la cause sahraoui, pour le peuple sahraoui qui lutte pour son droit inaliénable à l'autodétermination, mais c'est également un camouflet, une énième gifle pour le régime colonialiste et colonial marocain. Il faut dire aussi que la décision de la justice européenne s'inscrit dans un temps long. Elle confirme les décisions de la Cour internationale de justice qui, depuis les années 1970, rappelle fermement que le Sahara occidental n'a aucun lien avec le Maroc, que ce sont deux territoires totalement distincts et que le Sahara occidental et son peuple, je dis bien son peuple, a l'exclusivité du droit à l'autodétermination. Cette décision vient aussi se positionner auprès du droit international lorsqu'on sait que certains pays, comme la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, se sont, eux, positionnés auprès du Maroc au soi-disant plan d'autonomie du Sahara occidental. Alors, excusez-moi, je ne les ai pas bien entendus. Je vous ai dit, est-ce que vous pensez que cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne vient en réponse au soi-disant plan de colonisation du Sahara occidental, d'autonomie du Sahara occidental marocain proposé par le Maroc, un plan qui a été salué par la France, qui est, elle, membre permanent du Conseil de sécurité, outre le droit international? Oui, effectivement, c'est également un camouflet pour le prétendu plan d'autonomie marocain, car la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de répondre négativement à la demande de la Commission européenne rappelle que uniquement le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination et personne d'autre, encore moins celui qui le colonise, le Maroc. Et finalement, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la vérité qui prend peut-être l'escalier finit toujours à arriver à plus fort. Et aujourd'hui, on voit bien que le régime marocain collectionne, si je puis dire, les défaites et les camoufler auprès des instances internationales qui lui rappellent qu'uniquement le droit international régit cette question. Et en vertu du droit international, le Maroc est une puissance coloniale et doit accorder au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et par conséquent. Monsieur Ahmed Abdi Mbarak, on va conclure avec cette question. On peut dire finalement que la Cour de justice européenne a fait le distinguo sur tous les plans. Exactement, comme je disais auparavant, si elle se distingue par une chose, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est par sa rigueur. Et je pense que c'est un message aussi à passer aux États membres qui justement suivent cette action de la Commission et qui poussent même à la Commission européenne à faire ce qu'il ne faut pas faire, justement, c'est
contourner le droit international, essayer justement de virer. Et je pense que même au niveau des États, le message est clair, parce que si on parle par exemple dans des États, qui est la France par exemple, l'État français qui pousse justement la Commission européenne à esquiver de certaines manières ces lois, il faut rappeler que le Conseil d'État de ce même pays, de la France, a justement tranché dans la continuité de cette décision. Et qu'il faut rappeler aussi qu'il a tranché, le Conseil d'État français a tranché dans cette décision. Pourquoi ? Parce que justement l'article 55 de la Constitution française relève que, et signale plutôt justement qu'il y a une suprématie des lois et que les lois européennes, justement, les traités européens sont bien au-dessus de ce que peut prétendre un État et ses relations politiques et relations économiques. Et justement, qu'il faut respecter cette légalité. Et justement, la Cour de justice de l'Union européenne est décidée de se faire respecter et décidée justement de ne pas laisser justement ces États membres ou cette commission changer le cours de l'histoire et donner encore une fois raison au peuple sahraoui et à sa légitime cause. Et elle signale très précisément qu'il y a un peuple opprimé, un peuple colonisé et qu'il y a une puissance occupante qui est le Maroc et que justement ces États ne pourront pas négocier avec la puissance occupante sur un territoire occupé, sur un peuple colonisé. Très bien, l'idée est passée. Merci beaucoup Ahmedna Abdi Mbarak. Merci également à vous, Sami Qaidi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Au Tchad, le secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmed Al-Habo, a lu jeudi à la télévision nationale un décret présidentiel annonçant la liste du nouveau gouvernement d'Almaï Alina, reconduit en tant que Premier ministre il y a 2 jours. Le nouveau gouvernement est composé de 37 membres, dont 5 ministres d'État, 3 ministres délégués et 8 secrétaires d'État. Et puis, direction la Centrafrique, où plus de 7000 combattants ont été désarmés et démobilisés, et près de 2500 autres provenant des groupes armés ayant appartenu à la coalition des Patriotes pour le changement ont été désarmés depuis 2019, et ce dans le cadre du processus désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement annoncé par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Une annonce intervenue à l'occasion de la célébration du 6e anniversaire de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation entre le gouvernement et les groupes armés. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, le prix des œufs a augmenté, enregistrant une hausse de plus de 50%, ce qui alimente la frustration des consommateurs. Beaucoup s'inquiètent des répercussions de cette flambée des prix, d'autant plus que les tensions commerciales et les droits de douane imposés à plusieurs pays pourraient aggraver la situation. Mohamed Ouali Ben Chaban. Détrompez-vous. Ces images ne proviennent pas d'un pays de tiers-monde, mais il s'agit bien des États-Unis, frappés par une véritable pénurie d'œufs. Qui l'aurait cru ? Les étagères sont vides et les œufs se font rares dans les supermarchés. Lorsqu'ils sont disponibles, leur prix atteint des sommets dépassant parfois les $20 la douzaine. Je suis moi-même allée au supermarché hier et il n'y avait pas d'œufs. Les œufs coûtent $20, ce qui signifiait que les pauvres ne peuvent pas acheter d'œufs. La hausse brutale des œufs alimente le mécontentement des Américains, déjà éprouvés par l'inflation galopante. Entre frustration et colère, beaucoup dénoncent une crise qui pèse lourdement sur leur quotidien. La vérité est que les œufs sont importants, très nutritifs, et qu'il est difficile d'en acheter parce qu'ils sont très chers. C'est dommage car il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et la seule chose qu'ils mangent est un œuf. Ils sont chers, trop chers parce qu'il y a une pénurie d'œufs en raison du déficit commercial ou que sais-je encore.
En plus de l'épidémie de grippe aviaire qui frappe durement les États-Unis, les droits de douane imposés à certains pays pourraient aggraver la situation. Cette politique risque de provoquer une flambée des prix sur d'autres produits de large consommation. Nouveau rebondissement dans l'affaire opposant le ressortissant algérien Doualemn au ministère de l'Intérieur français. Il vient d'obtenir gain de cause après qu'un tribunal administratif français ait annulé l'ensemble des mesures d'expulsion décidées arbitrairement à son encontre par Bruno Retailleau. Les détails, Khalid Batache. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. L'affaire dite Doualemn ayant valu à l'Algérie une vague d'attaques haineuses et irresponsables de la part d'une partie de la France accouche peu à peu de ses vérités. Alors que le soufflet médiatique retombe autour de l'affaire du ressortissant algérien résidant en France ayant été soumis à une procédure d'expulsion arbitraire organisée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui avait alors artificiellement gonflé la menace selon l'avocate de la défense. Le ministre de l'Intérieur a artificiellement gonflé ce qui lui était reproché, lui a artificiellement gonflé ce qu'il considère comme une menace grave à l'ordre public et il a usé de tous les dispositifs les plus répressifs à l'encontre de Doualemn. Le tribunal administratif de Melun confirme en effet l'irrégularité des démarches entreprises par Beauvau. Dans un arrêt daté du 6 février, la justice française annule l'obligation de quitter le territoire et ordonne à la préfecture de l'Hérault de délivrer au dénommé Doualemn une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de son dossier qui lui permettra de quitter le centre de détention administrative dans lequel il avait été écroué. Dans la foulée de la décision, la défense dénonce une rétention illégale. Sur le plan juridique, cette nouvelle décision de justice vient conforter celle rendue par le tribunal administratif de Paris le 29 janvier dernier, épinglant le ministre de l'Intérieur français et ordonnant la suspension de la mesure d'expulsion. Sur le plan politique, le verdict prononcé par les juges raconte comment un ministre de l'Intérieur français, par excès de zèle ou calcul électoraliste, a voulu instrumentaliser les lois de son pays pour priver de ses droits élémentaires un ressortissant algérien résidant en France depuis plus de 36 ans et disposant d'un permis de séjour depuis 15 ans. On voit à ce titre que les Algériens qui résident en France sont pris comme une véritable marge d'ajustement, une variable d'ajustement des négociations diplomatiques, et ce qui est parfaitement intolérable. Dans un communiqué publié le 11 janvier dernier, l'Algérie avait dénoncé une expulsion arbitraire et abusive en violation des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974. L'ensemble de ces données lui confère indubitablement des droits que son expulsion précipitée et contestable l'a empêché de faire valoir, tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En conséquence, ce ressortissant n'a pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir, dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de l'année en cours. C'est donc par le droit, qui plus est français, et non par les palabres, que l'Algérie répond encore une fois à l'extrême droite française et à ses nouveaux épouvantails. Un homme a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans une nouvelle fusillade liée au trafic de drogue survenu dans la commune bruxelloise d'Andelherkt, en Belgique. Il s'agit de la troisième fusillade depuis mercredi matin dans cette commune qui compte plusieurs points de vente de drogue connus, des hotspots du trafic identifiés par les autorités. Le gouvernement suédois, soutenu par le parti d'extrême droite démocrate de Suède, a annoncé ce vendredi travailler sur un projet de loi pour limiter l'accès aux armes semi-automatiques après la récente tuerie dans le pays, un massacre qui avait fait 10 morts mardi dernier dans un centre d'enseignement pour adultes.
Les voyants économiques russes sont au vert. La croissance du PIB russe a atteint 4,1% en 2024 et celle de 2023 a été revue en hausse à ce même taux. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le Premier ministre russe Mikhail Mishustin en briefing économique avec le président Vladimir Poutine, vantant les mérites de cette expansion portée par l'industrie manufacturière. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, accusée d'avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre les États-Unis et son proche allié sioniste. Des sanctions sévèrement condamnées par la CPI. Les détails, Safwan Ben Sabré. La Cour pénale internationale dans le viseur de Donald Trump. Le président américain reproche à la CPI d'avoir mené des actions illégales selon lui. Signé jeudi, un décret interdit l'entrée aux États-Unis aux dirigeants, employés et agents de la CPI. Il prévoit par ailleurs de geler tous leurs avoirs détenus dans le pays. Selon la Maison-Blanche, la Cour aurait engagé des actions contre les États-Unis et son proche allié l'antitessionniste. Les soldats américains sont mis en cause par la CPI en Afghanistan. L'armée sioniste est-elle sur le banc des accusés concernant le génocide à Gaza? Fondée en 2002 et devenue une institution phare du droit international, la CPI est chargée de poursuivre et de juger les individus accusés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ni les États-Unis ni l'antitessionniste ne font partie des 125 États membres de la CPI qui siègent à La Haye, mais les sanctions pourraient tout de même avoir un impact opérationnel sur la Cour. L'interdiction de voyager aux États-Unis pour le personnel de la CPI pourrait compliquer son travail. Des institutions financières pourraient cesser de travailler avec la Cour, craignant de subir le courroux de Donald Trump. Mis à part l'antitessionniste, la décision de Trump a été accueillie par les protestations des institutions internationales, dont l'Union européenne et l'ONU, qui ont exprimé leur regret quant à la décision du président américain. Réchauffement climatique, le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, en a appelé jeudi à l'intérêt des pays pour les encourager à lutter contre ce fléau au moment où la cause est affaiblie par les désengagements des États-Unis de Donald Trump, déclarant dans un discours tenu à Brasilia, prochaine ville qui accueillera la COP30, que le passage à l'énergie propre est aujourd'hui imparable en raison de l'ampleur colossale des opportunités économiques qu'il présente. Et ce drame en Iran, au moins 6 personnes ont trouvé la mort jeudi et 27 autres ont été blessées lorsqu'un bus transportant des lycéens s'est renversé sur une route nationale dans la province de Kerman, dans le sud-est du pays. Selon le chef de la police de la circulation iranienne, la cause de cet incident faisait toujours l'objet d'une enquête dont les conclusions seront annoncées prochainement. Nouvelle route de la soie. Pékin a déploré ce vendredi le retrait du Panama de ce projet d'infrastructure chinois, décidé après la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio dans le pays d'Amérique centrale, ajoutant s'opposer fermement à ce que les États-Unis utilisent la pression pour dénigrer et saper la coopération de la ceinture et de la route. La Chine s'oppose fermement à ce que les États-Unis utilisent la pression pour dénigrer et saper la coopération de la ceinture et de la route. Nous déplorons profondément l'annonce par le Panama qu'il ne renouvellerait pas le mémorandum d'accord avec la Chine. L'initiative des nouvelles routes de la soie est une initiative de coopération économique à laquelle participent activement plus de 150 pays dans plus d'une vingtaine en Amérique latine. Et ce sont des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Un petit avion s'est écrasé vendredi sur des véhicules à Sao Paulo au Brésil, faisant 2 morts et 2 autres blessés. Les pompiers locaux ont indiqué que 2 corps calcinés ont été retrouvés dans l'avion éventré. L'avion, un King Air F-90, s'est écrasé dans la partie ouest de la ville alors qu'il tentait d'effectuer un atterrissage d'urgence lorsqu'il a percuté un bus qui a pris feu.
Un astéroïde pourrait bien s'écraser sur Terre d'ici 2032, même si la probabilité que cela arrive reste très faible. Les scientifiques ne sous-estiment pas pour autant la dangerosité d'un tel impact. Hossein Djoudi. Un astéroïde d'environ 90 mètres de diamètre menacerait de s'écraser sur Terre d'ici 2032. Baptisé 2024 YR4, l'astéroïde a été identifié pour la première fois en décembre 2024 par le télescope Atlas au Chili et est surveillé depuis par l'Agence spatiale européenne. Après la découverte, nous commençons généralement à collecter davantage de mesures, davantage d'observations, et nous avons rapidement vu que l'objet avait, disons, des chances d'impact avec la Terre en décembre 2032. Même si la probabilité que cela arrive est très faible, l'astéroïde reste quand même une préoccupation pour les scientifiques. En effet, si cet astéroïde venait à s'écraser sur Terre, les dégâts seraient incommensurables. La vitesse d'impact sera de l'ordre de 17,3 km par seconde au moment de l'impact possible. La quantité d'énergie qui serait libérée en tenant compte de ces incertitudes varierait entre 5 et 50 mégatonnes. Le 29 janvier dernier, l'ESA a estimé que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre n'est que de 1,2%. Laissez-moi vous dire que le scénario le plus probable est qu'au moment où nous perdrons de vue l'objet, en avril de cette année, les probabilités d'impact auront suffisamment diminué pour ne plus nous inquiéter de cet objet. Quand il reviendra en 2028 et que nous l'observerons à nouveau, à ce moment-là, nous aurons eu assez de temps pour déterminer s'il aura un impact ou non. Ce serait donc un risque de 0 ou 100%. Une réunion scientifique aura bientôt lieu pour déterminer quelle procédure suivre si la probabilité d'impact de l'astéroïde reste supérieure au seuil de 1%, qui pourrait inclure à l'écrasement d'un vaisseau spatial pour le dévier de sa trajectoire. En effet, la NASA a effectué une mission de démonstration l'année dernière avec le vaisseau spatial DART, démontrant qu'il était possible d'appliquer une force cinétique pour modifier la trajectoire d'un objet spatial. Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À bientôt.